Je vais essayer quand même de vous donner le SMIC de ce qu'on doit savoir sur les anomalies de la migration du testicule. Alors, vous voyez que c'est pas marqué ectopie. Et ce n'est pas fortuit. On va voir pourquoi. Alors, les anomalies de la migration du testicule, comme c'est une conférence, donc il y a un plan. On va, si vous le voulez bien, adopter le plan suivant, donc définition jusqu'au traitement à la fin. Alors, dans la définition, je commencerai par vous dire, par définir ce que c'est un testicule normalement descendu. C'est un testicule tout simplement, c'est la palissade. C'est un testicule qui reste en place dans la partie du scrotum qui lui est dépendante. Alors, pour la cryptorchidie, parce qu'on ne parle pas on ne doit plus utiliser le terme d'ectopie pour parler des testicules qui posent problème, des testicules qui ne sont pas descendus. On parle de cryptorchidie et d'ectopie. Alors, la cryptorchidie, ou testicule caché, est un testicule qui est situé spontanément et en permanence. Chaque terme est important. Spontanément et en permanence. En dehors du scrotum, en un point quelconque de la migration testiculaire normale. Et c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que le testicule, vous le savez bien, dans le développement embryonnaire, a une migration qui se fait du pôle inférieur du rein jusqu'au scrotum. Et il suit un trajet bien défini. La cryptorchidie, on doit retrouver le testicule au niveau de ce trajet. Par contre, l'ectopie, c'est une anomalie de la migration testiculaire en dehors de son trajet normal. C'est-à-dire, c'est des testicules qui sont au niveau du périnée, au niveau du pénis, etc. Et ça reste exceptionnel. Alors que nous avons tendance à utiliser le terme, un terme qui veut décrire une pathologie exceptionnelle pour parler de quelque chose qui est très fréquent. Donc, le terme d'ectopie, pratiquement, ne doit plus être utilisé. Alors, les cryptorchidies sont connues depuis très très longtemps, déjà au Moyen-Âge. Vous voyez ici qu'on se méfiait beaucoup des papes, et pour que il soit validé dans sa papauté, on lui faisait subir un examen. Il était assis ici sur, vous voyez, un fauteuil, avec ici une fenêtre, et il y avait un aide qui mettait sa main dedans et essayer de palper les testicules du pape pour voir si vraiment il avait des testicules, et s'il les touchait, il disait la phrase testicule abet et bene pendente, ça veut dire il a des testicules et il pend bien. Donc c'est une pathologie quand même qui était redoutée depuis des siècles. Alors c'est une affection fréquente. Vous savez que 20% des nouveau-nés prématurés présentent une cryptorchidie. 4% chez le nouveau-né à terme et à peu près 0,8% à l'âge scolaire. Alors, c'est important de savoir comment se fait cette migration testiculaire. Nous avons dit que le testicule, au début de la grossesse, se trouve au pôle inférieur du rein, puis il va migrer progressivement jusqu'à arriver au niveau du scrotum à la naissance. Donc, cette migration embryologique va se faire en deux phases qui vont emmener le testicule du pôle inférieur du rein au scrotum à la naissance. Le ligament, ce qu'on appelle le ligament génitocaudal ou gubernaculum testis, joue un rôle absolument essentiel parce que c'est un véritable rail qui va guider le testicule du pôle inférieur du rein jusqu'au niveau du scrotum. Il y a aussi le rôle du processus péritonéo-vaginal, qu'on va voir tout à l'heure sur un schéma, qui va descendre jusqu'au scrotum, et c'est lui qui va pratiquement créer le canal péritonéo-vaginal qui n'existe pas au début. Dès qu'il crée ce canal et que le testicule descend, il doit en principe régresser. Alors, donc la migration du testicule est évolutive dans le temps et se termine à la naissance, c'est-à-dire évolutive pendant la vie embryonnaire, et se termine à la naissance. Mais il y a possibilité de continuer cette migration si celle-ci est incomplète pendant les 6 premiers mois de la vie, après la naissance. Et c'est important pour nous, parce qu'on sait qu'il ne faut pas toucher ni traiter ces testicules pendant les 6 premiers mois, vous allez le voir par la suite.
70% des cryptorchidées ont une descente spontanée avant 3 mois. Donc c'est aussi un argument pour ne pas traiter les bébés qui ont moins de 6 mois. Alors, c'est important, peut-être que ça paraît un peu compliqué, mais c'est important de suivre ces schémas, parce que ça va nous expliquer, même par la suite, tout ce qui est hernie inguinale, tout ce qui est persistance du canal péritonéo-vaginal. Vous voyez que c'est des coupes d'embryons. Là, c'est au 2e mois de vie chez l'embryon. Ça, c'est la cavité qui est en orange, la cavité péritonéale, le phallus et l'équivalent du scrotum. Vous voyez que le testicule est à ce niveau. Il est au niveau du pôle inférieur du rein. Donc, il est situé très très haut, au 2e mois de vie embryonnaire. 3e, 4e mois, vous voyez ici, au fond, qu'il y a, à partir de ce péritoine, va se dégager ce qu'on appelle un processus vaginal qui va descendre jusqu'au scrotum. Ce processus vaginal va créer le canal péritonéo-vaginal, on l'appelle aussi processus péritonéo-vaginal, donc il va créer le canal, il va le distendre pour permettre au testicule de descendre. Vous voyez ici que le testicule, au 4e, 8e mois, a suivi ce processus péritonéo-vaginal, il est pratiquement inguinal, il va encore cheminer ici pour arriver à la naissance, se placer au niveau du scrotum. Vous voyez que ce processus péritonéo-vaginal que vous voyez ici, qui communique avec la cavité abdominale, avec la cavité péritonéale ici, va disparaître ici. On voit un ligament fibreux qu'on appelle le ligament de Cloquet. Ça, c'est à l'état normal. Alors, cette migration se fait sous le contrôle de 2 éléments importants. Premièrement, ce qu'on appelle l'insuline-like factor 3, c'est-à-dire c'est une hormone qui est sécrétée par les cellules de Leydig. Son déficit entraîne un hypogonadisme. Elle permet la migration transabdominale du testicule en agissant sur le ligament qu'on a vu tout à l'heure, le gubernaculum testis. Les androgènes aussi permettent la migration inguino-scrotale du testicule en agissant toujours sur ce gubernaculum testis, une anomalie de synthèse des androgènes ou bien une anomalie dans les récepteurs de ces androgènes va entraîner une cryptorchidie. Alors, sur le plan éthiopathogénique, toujours, il y a des facteurs favorisant des cryptorchidies. Il faut savoir que dans 80% des cas, la cause reste complètement inconnue. Dans les 20% qui restent, on incrimine l'hérédité, parce qu'on a vu qu'il y avait dans 25% des cas des antécédents familiaux importants, des causes anatomiques, une anomalie du ligament du gubernaculum qu'on a vu tout à l'heure et qui, on a dit, jouait un rôle important dans cette migration, une anomalie anatomique de ce gubernaculum, une anomalie du processus péritonéal, ce canal, pour créer le canal péritonéo-vaginal. S'ils sont déficients, les hyperpressions, toute hyperpression abdominale anormale peuvent entraîner des cryptorchidies. Des causes génétiques, une mutation du gène de l'insuline-like 3, de son récepteur, du récepteur aux androgènes, c'est-à-dire la sensibilité aux androgènes, ou des anomalies chromosomiques ont été très souvent rapportées dans les cryptorchidies. Des anomalies hormonales, insuffisance hypothalamo-hypophysaire, insuffisance androgénique, récepteurs des androgènes anormaux ou une anomalie de l'insuline-like 3. Pour terminer, et ce qui est un peu à la mode actuellement, c'est ce qu'on appelle les facteurs environnementaux. Ils agissent comme des perturbateurs endocriniens. Perturbateurs endocriniens se définissent comme des substances exogènes qui viennent de l'extérieur et qui sont capables d'altérer la régulation hormonale physiologique nécessaire pour le développement et le fonctionnement
normal de l'appareil reproducteur. Et maintenant, ces perturbateurs peuvent être dans l'eau, peuvent être dans l'air, peuvent être une transmission multiple. Et de plus en plus maintenant, même pour les anomalies comme les hypospadias ou comme les anomalies de développement sexuel, on incrimine de plus en plus ces perturbateurs endocriniens. Alors, il y a toute une série de perturbateurs, de produits incriminés. Comment ils vont agir? Ils vont agir en mimant l'action d'hormones avec une action soit œstrogénique, soit une action anti-androgénique. Ce sont tous les xénoestrogènes, les hormones naturelles, les phytoestrogènes, les phtalates, les herbicides, les fongicides et les dérivés phénoliques comme les peintures ou les cosmétiques. On a vu par exemple, il y a quelques années, on a vu dans une rivière où se déversaient des hormones des produits, je ne saurais pas vous dire lesquels exactement, mais c'est des produits qui mimaient les œstrogènes. On a vu qu'il y avait pratiquement plus dans la rivière d'embryons de poissons qui étaient mâles. Il n'y avait plus que des femelles. À partir de là, les gens ont commencé à se poser des questions. Et maintenant, de plus en plus, on pense que ces éléments jouent un rôle capital dans le développement de tout ce qui est anomalie de développement sexuel, les hypospadias et même les cryptorchidies. Et je ne sais pas si vous avez dû suivre un peu peut-être les documentaires à la télé, les hypospadias sont beaucoup plus fréquents chez les agriculteurs parce qu'ils utilisent énormément de pesticides. Alors, cette contamination, on l'a dit, se fait par l'air ou l'eau ou le sol. Donc, conséquence immédiate, cryptorchidie ou problème de masculinisation. Lointaine, cancer du testicule éventuel, anomalie de la spermatogénèse. Alors, tout dernièrement, on a fait le lien entre cette augmentation de l'incidence des cancers des testicules dans les cryptorchidies, les malformations de l'appareil reproducteur et la détérioration de la production des spermatiques. Et on a pratiquement individualisé maintenant un syndrome qu'on appelle le syndrome de dysgénésie testiculaire, qui est la conséquence d'une anomalie des cellules fétales de Leydig et de Sertoli pendant la vie intra-utérine. Alors, le diagnostic, on va passer rapidement. L'anamnèse rapide, prise de traitement pendant la grossesse, antécédents familiaux de cryptorchidie ou profession des parents. Alors, sur le plan clinique, je pense que c'est important d'insister. On ne peut pas examiner un enfant si les conditions ne s'y prêtent pas. Alors, je voudrais m'élever contre les examens qui se font au niveau de l'hygiène scolaire. J'ai eu la chance ou la malchance d'assister un jour. C'est des enfants qui viennent en file. Ils ne connaissent pas le médecin du tout. Ils arrivent, ils ne savent pas où est-ce qu'ils sont et pourquoi ils sont là. Et le médecin est assis, comme ça. L'enfant passe, il abat le sarouel, il remet le dos, il palpe et il fait un mot. Ça, c'est pratiquement, c'est un non-sens. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que la peur, le froid, l'émotion déclenchent le réflexe crémastérien. Donc, automatiquement, vous trouverez une cryptorchidie et des testicules qui sont en position équilibrée. Donc, l'enfant doit être rassuré, les mains réchauffées. L'examen doit se faire avec beaucoup de douceur. La salle d'examen doit être à très bonne température. Examen couché, décubitus dorsal et debout. À la recherche d'un testicule cryptorchide. On complétera l'examen à la recherche de malformations associées, hernie, hydrocèle associé, développement des organes génitaux externes, hypospadias, micropénis, testicule contralatéral, volume et trophicité. Pour terminer à la fin de cet examen clinique par classer notre cryptorchidie. Vous voyez que je parle de cryptorchidie. La classification la plus utilisée, c'est celle de Kaplan, qui classe en testicules palpables et testicules impalpables. Heureusement que 80% sont palpables parce que il n'y a
rien de commun entre une cryptorchidie à testicule palpable et une cryptorchidie à testicule impalpable. On le verra par la suite. Élément important, savoir refaire l'examen. En cas de doute, ne pas hésiter à refaire l'examen. Parce que je vous dis que, on va revoir tout à l'heure, on a fait un travail il y a quelques années, les 70% ou plus des malades qui nous sont adressés par l'hygiène scolaire, c'était des testicules ascenseurs. C'était ne nécessitait aucune consultation. Alors l'imagerie. L'imagerie, je vous dis, très rapidement, elle ne sert strictement à rien du tout. Que ce soit l'échographie, que ce soit les autres examens. On voit toujours à la consultation, je vois toujours à la consultation, des malades qui arrivent avec une échographie. L'échographie ne sert strictement à rien du tout. Elle n'a qu'un seul but, si on doute de malformations associées, rénales ou abdominales. On demande une échographie. Sinon, aucun intérêt. Deuxième intérêt, c'est chez l'enfant, avec un panicule adipeux important chez l'enfant obèse. En dehors de ces deux cas, il n'y a plus de raison de faire des échographies. Je ne parle pas des autres examens qui sont complètement déplacés en cas de cryptorchidie. Alors, la cérioscopie, pourquoi je mets ici la cérioscopie? Parce que ça peut être un examen diagnostique dans les testicules impalpables. Alors, donc je vous dis d'emblée, séparer complètement testicules palpables et testicules impalpables. Alors, la cérioscopie a pratiquement révolutionné la prise en charge des testicules impalpables. Je répète, elle a révolutionné. Qui m'a écrit l'histoire avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, pour la cryptorchidie, la prise en charge avant la cério et après la cério. Avant la cério, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait une incision extrêmement délabrante qui prenait pratiquement les 3/4 de l'abdomen parce qu'il fallait aller rechercher le testicule très très haut en sous-péritonéal. Maintenant, c'est absolument sans égal. Donc, indiqué dans le testicule impalpable pour le diagnostic, fiabilité à 96%, donc très très grande fiabilité pour voir, parce que le problème t'as le testicule impalpable, c'est quoi? C'est de répondre, est-ce que c'est un testicule qui est impalpable mais il est intra-abdominal, ou là c'est une vraie agénésie? Et c'est important de répondre. Fiabilité à 96%. C'est un moyen diagnostique. Mais en plus, c'est un moyen thérapeutique. Alors, donc nous avons vu la clinique, l'imagerie qui ne servait à rien, et le bilan hormonal. Alors, par contre, le bilan hormonal est extrêmement important, mais a des indications bien précises là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme bilan hormonal? C'est le bilan classique, c'est le dosage FSH-LH, dosage de la testostérone après stimulation à la CG, dosage du facteur antimullérien. Pourquoi? Tout simplement parce que si on fait des stimulations et qu'on dose après, on fait les dosages hormonaux de testostérone, etc., on peut dire s'il y a ou non un parenchyme testiculaire, parce qu'en l'absence de parenchyme testiculaire, alors je parle de la bilatéralité, parce que s'il y a un testicule qui est en place, ça change tout. Mais en cas de testicule bilatéral, si on stimule et qu'il y a une réponse, ça veut dire qu'il y a dans l'abdomen du parenchyme testiculaire. Donc c'est extrêmement important pour le pédiatre et pour le chirurgien pour qu'il puisse prendre une décision thérapeutique. Donc, indication, cryptorchidie bilatérale avec testicule impalpable. Pour dire, est-ce que je vais opérer ou non? La biopsie, toujours dans cet arsenal pour le diagnostic, la biopsie testiculaire, très peu d'indications. Très peu, dans de très très rares cas où il y a un syndrome polymalformatif, comme le Prune-Belly syndrome, c'est-à-dire toutes les cryptorchidies syndromiques. Alors, donc nous avons fait à peu près l'éthiopathogénie, la clinique, l'imagerie, le diagnostic. Maintenant, on arrive au stade où il faut répondre à deux questions essentielles. Un,
S'agit-il vraiment d'une cryptorchidie? Deux, de quel type de cryptorchidie s'agit-il? Alors, pour répondre à la première question, le diagnostic différentiel, est-ce que c'est une vraie cryptorchidie ou là, il faut éliminer ce qu'on appelle le testicule oscillant ou le testicule ascenseur. Comment il se définit? Il se définit comme étant un testicule en position inguinale superficielle, c'est-à-dire on le palpe, même s'il est à la racine de la bourse ou là un peu plus haut, on le palpe, qu'on arrive à mettre dans le scrotum, c'est-à-dire qu'on le palpe, on a le scrotum, où il s'y maintient plusieurs secondes avant de remonter sous l'effet de la contraction du crémaster. Contrairement à une cryptorchidie. Cryptorchidie, le testicule, s'il est palpable en inguinal, il reste en inguinal. Le testicule ascenseur, quand on rassure l'enfant, quand on examine dans de bonnes conditions, on le palpe en position inguinale, on arrive à l'abaisser jusqu'au scrotum, il reste dans le scrotum pendant quelques secondes. Ça définit le testicule ascenseur ou testicule oscillant, et ça n'a rien à voir avec la cryptorchidie, parce que vous allez voir que le traitement est complètement différent. C'est la surveillance, la force, ça peut être la chirurgie. Pourquoi je vous disais tout à l'heure que l'examen, les conditions d'examen sont très importantes? Justement pour éliminer le testicule ascenseur. Vous voyez ici, on a fait, je ne me rappelle plus quelle année, en 2003, 70% à 80% des enfants adressés en consultation pour cryptorchidie, c'était des testicules oscillants, ou des testicules ascenseurs. Donc c'est énorme, énorme, énorme. Donc c'est quelque chose qui... et ça crée des bouchons dans les consultations, les enfants attendent plusieurs mois, alors que ça ne nécessite absolument aucune, à part une surveillance, aucun traitement. Alors, donc, la première question, s'agit-il d'une cryptorchidie? Donc, on élimine le testicule ascenseur. Vous venez de voir la définition du testicule ascenseur. La deuxième question, de quel type de cryptorchidie s'agit-il? Deux grands chapitres. Est-ce que c'est une cryptorchidie syndromique ou non? Est-ce que c'est une cryptorchidie unilatérale, bilatérale, testicule palpable ou impalpable? Et encore une fois, je répète, ça n'a, que ce soit dans l'évolution, le pronostic ou la prise en charge, un testicule palpable avec un testicule bilatéral impalpable, c'est deux mondes complètement différents. Donc, cryptorchidie unie ou bilatérale, testicule palpable ou non, cryptorchidie isolée ou syndromique. Là aussi, c'est important. Voilà, parce que si elle est syndromique, le pronostic peut être complètement différent et on peut même commencer par d'autres pathologies qui peuvent paraître beaucoup plus urgentes. Donc, nécessité pour traiter d'un diagnostic précis. Là, je passe rapidement, c'est les différentes localisations du testicule cryptorchide. Alors, les risques évolutifs. Quels sont les risques évolutifs qu'on peut avoir quand on a une cryptorchidie? Deux risques essentiels. C'est le risque sur la fertilité et le risque de dégénérescence maligne. Alors, pour la fertilité, maintenant tout le monde sait qu'il y a un gros problème de fertilité pour les cryptorchidies. C'est extrêmement variable si c'est bilatéral, si c'est unilatéral, si c'est palpable ou non, mais il y a un problème de fertilité. Il faut savoir que le développement, sur le plan histologique, le développement des cellules germinales est un processus continu, complexe et qui ne s'achève qu'à la puberté. Il faut savoir aussi que plus le testicule est haut, c'est-à-dire cryptorchide est haut situé, plus les lésions des cellules germinales sont importantes. Est-ce que c'est la chaleur? On ne sait pas. Qui altère ces cellules? On ne sait pas. Alors, vous avez une diminution des cellules germinales en nombre avec un retard de maturation. Ces lésions histologiques commencent très très haut, très très tôt. Vous voyez que déjà entre la première et la deuxième année, vous avez une diminution importante des nombres de cellules de Leydig. L'hypoplasie des cellules de Leydig commence dès le premier mois de vie.
Alors, ce diagramme qui paraît compliqué, qui en fait est extrêmement simple, nous fixe, c'est lui pratiquement qui nous fixe les limites de l'intervention, les limites d'âge de l'intervention. Vous voyez ici, c'est le nombre, le comptage du nombre de spermatogonies par 50 tubes séminifères dans les testicules qui ne sont pas descendus. Ici, vous avez le nombre de spermatogonies et ici, vous avez l'âge en années. Vous voyez que la courbe commence, c'est-à-dire la chute du nombre de spermatogonies la chute commence pratiquement au 6e mois. Elle suit un plateau qui n'est pas une descente très importante, mais à partir de 1 an, 14 mois, 16 mois, vous voyez que la chute est extrêmement importante et que le nombre de spermatogonies par tube séminifère chute de manière impressionnante. Ce qui fait que vous voyez que ça s'amorce à ce niveau, c'est-à-dire à partir de 6 mois. Donc si on doit faire quelque chose, impérativement, ça doit être fait avant aux abords de l'âge de 6 mois. Alors, pour les antécédents de cryptorchidie, toujours dans la fertilité, en cas de cryptorchidie bilatérale, nous avons un taux d'infécondité de 38%, alors qu'il est de 6% pour le groupe témoin. Cryptorchidie unilatérale, il est de 10,5, il est de 5,4 pour le groupe témoin. Alors, les causes, on ne sait pas exactement. On sait que c'est multifactoriel, cette atteinte histologique et cette atteinte importante de la spermatogénèse. On sait que c'est multifactoriel. On pense qu'il y a très probablement un rôle important de la chaleur, une anomalie peut-être du testicule lui-même qui est dysgénétique, et on incrimine maintenant de plus en plus ce qu'on avait dit tout à l'heure, ce syndrome de dysgénésie testiculaire. La fertilité, la cancérisation. Alors, 10% des tumeurs du testicule se développent sur une cryptorchidie. Le risque de développer un cancer du testicule est multiplié par 7 pour un testicule cryptorchide, par 40 pour certains, dans certaines publications. Alors, il faut savoir que ce risque existe après la puberté. On ne voit pas de développement de tumeurs sur cryptorchidie avant la puberté. Ce risque est beaucoup plus élevé en cas de malformations génito-urinaires associées, en cas de cryptorchidie bilatérale et en cas de cryptorchidie évidemment non opérée. Alors, l'orchidopexie, avant 12 ans, je dis bien avant 12 ans, diminue de 2 à 6 fois ce risque. Ça, il faut savoir qu'elle ne l'annule pas. Mais, même si elle ne l'annule pas, le fait d'avoir le testicule dehors nous permet de le surveiller. Parce que s'il est dedans, il faut attendre que la tumeur se développe et qu'elle comprime quelque chose pour qu'elle s'exprime. Alors que dehors, on peut mener une surveillance assez adéquate. Alors pour certains, il y aurait un risque même pour le testicule contralatéral normal, le risque serait plus élevé. Là aussi, c'est la même chose. Les causes de cette cancérisation, on ne sait pas, c'est la chaleur, c'est la dysgénésie, c'est ce syndrome de dysgénésie. Alors, dernière question, je pense. C'est une cryptorchidie, donc on a éliminé un testicule à son sel, on a classé notre cryptorchidie, que faut-il faire? Alors, je pense que cette plaque résume pratiquement le plus important. Le traitement hormonal n'a plus droit de citer. Je répète, le traitement hormonal n'a plus droit de citer. Il reste quelques exceptions à faire vraiment de spécialistes de l'hormonothérapie dans certains enfants qui présentent une baisse très importante avec un risque extrêmement élevé pour la spermatogénèse. Dans certains cas particuliers, on peut donner un traitement hormonal. Mais si on devait retenir, il n'y a plus de traitement hormonal pour les cryptorchidies. Le traitement n'est que chirurgical. Alors, quand opérer, il faut opérer, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est la plaque de tout à l'heure, entre 6 et 12 mois. C'est l'âge idéal. Donc opérer
tôt. Pourquoi opérer? Justement pour essayer de limiter les risques sur la fertilité, limiter le risque carcinologique, et un élément important psychologique, prévention de la torsion et corriger éventuellement une hernie associée. Chirurgie, je passe très vite, je ne vais pas vous embêter, rassurez-vous. Chirurgie en 2 temps, en 1 temps, le Fuller, la celliochirurgie. Je n'insisterai jamais assez, la celliochirurgie pour les testicules impalpables. On ne peut plus et on ne doit plus opérer ces enfants de manière classique pour les testicules intra-abdominaux. Je passe rapidement, donc ça, je pense que tout le monde connaît. Alors, je termine avec cet arbre décisionnel. J'ai essayé de simplifier au maximum, le maximum que je n'ai pas pu faire mieux. Mais je pense que si on arrive à suivre, ça peut être extrêmement simple. Regardez, cryptorchidie unilatérale ou bilatérale, palpable. Qu'elle soit bilatérale ou unilatérale, palpable. Une fois qu'on palpe le testicule, il n'y a aucune discussion à droite. C'est la chirurgie directement. Cryptorchidie unilatérale, testicule impalpable. Donc l'autre côté est normal, le côté qui nous embête, le testicule est impalpable. Là, c'est l'indication directement de la celliochirurgie. On va chercher le testicule, on va voir s'il est dedans, si on peut l'abaisser, ou bien s'il est agénésique, ou bon, il est agénésique, mais qu'est-ce que je. Le troisième cas, c'est la cryptorchidie bilatérale, testicule impalpable. Là, c'est une affaire d'exploration hormonale et endocrinienne. Et il vaut mieux, soit vous maîtrisez le sujet, soit vous confiez votre malade à un collègue endocrinologue. Il relève de l'endocrinologie. Voilà, parce qu'il faut impérativement faire un bilan hormonal avec stimulation et savoir évidemment interpréter ce bilan. Alors, si le bilan hormonal est normal, que ça veut dire normal, ça veut dire qu'il y a une réponse adéquate aux stimulations avec des taux d'androgènes qui sont circulants, qui sont normaux. Ça veut dire qu'il y a dans l'abdomen du tissu testiculaire, donc il existe le testicule, les 2 testicules existent et ils sont dans l'abdomen. Donc, il n'y a aucune discussion. Donc, s'il y a une bonne réponse, c'est la celliochirurgie. Si par contre, l'exploration hormonale, quand vous stimulez votre enfant, tous les taux d'androgène restent complètement effondrés, ça veut dire que vous n'avez pas dedans de tissu de parenchyme testiculaire. Ça ne sert strictement à rien du tout d'aller explorer le malade, lui faire une anesthésie générale et une celliochirurgie. Donc, c'est l'abstention et vous confiez votre malade à l'endocrinologue qui va le suivre, qui va peut-être compenser ses hormones à l'adolescence et on peut éventuellement lui mettre une prothèse des 2 côtés. Donc, je pense que ça reste quand même assez simple et qu'il y a un cas précis où le bilan hormonal est indispensable et il faut savoir confier notre malade à qui de droit. Alors, quelques cas particuliers. Que nécessite le testicule oscillant? Qu'on a vu tout à l'heure, la définition Taouk-Bellet. Aucun traitement, mais il y a toujours un risque d'ascension secondaire. Donc il faut faire attention et continuer à surveiller le malade une fois par an jusqu'à la puberté. Conclusion. L'examen clinique reste la clé, reste primordial. Les examens complémentaires n'ont aucune place. Mais ça, examen clinique dans des conditions adéquates. Cryptorchidie bilatérale avec testicule impalpable relève de l'endocrinologie. Je répète, testicule impalpable bilatéral relève de l'endocrinologie. Traitement hormonal abandonné, traitement chirurgical entre 6 et 1 an, intérêt de la cellio, voilà, et je termine. L'avenir de ces malades reste quand même assez incertain sur le plan de la fertilité
et de la cancérisation. Je vous remercie et